Ma sœur Vanessa est entrée dans la cuisine de ma mère avec un sac Target vide, l'a posé sur le comptoir en marbre, et a affiché ce sourire en coin, sarcastique et si familier. « Oups », a-t-elle dit d'un ton léger. « J'ai laissé Ellie chez Target », a-t-elle ajouté d'une voix traînante. Ma mère a éclaté d'un rire sec et ravi, puis a répondu « Bien. Cet enfant monopolise l'affection de ton grand-père depuis bien trop longtemps. Peut-être que maintenant, elle apprendra qu'elle n'est pas le centre de cette famille. » À ce moment-là, ma fille de 5 ans se tenait seule au bureau de la sécurité du Target de South Park, serrant dans ses mains un simple cadre photo en bois, et demandant doucement à l'employé « Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal ?» J'ai fermé la porte des toilettes, et j'ai passé un unique appel à mon grand-père. Ce que ma mère et ma sœur ne pouvaient absolument pas savoir, c'est que ma grand-mère, durant le dernier été de sa vie, s'était déjà préparée à cette trahison précise. 30 minutes plus tard, leur sang-froid s'est brisé, et le règlement de compte qui a suivi ne faisait que commencer. Je m'appelle Georgina Burke. J'ai 34 ans. Avant de vous ramener à ce samedi-là, vous devez connaître une personne qui n'est pas dans la cuisine, pas chez Target, pas dans aucune pièce qui comptait ce jour-là. Elle est décédée il y a 20 mois. Elle s'appelait Beata Trick Holloway et c'était ma grand-mère. Elle connaissait ma mère. Elle connaissait ma sœur. Elle les connaissait de cette manière que seules les femmes, après avoir passé 60 ans au sein d'une famille, peuvent connaître, et elle savait ce qui arriverait un jour à ma fille. Durant le dernier été de sa vie, elle s'est assise dans sa propre cuisine et a enregistré 9 messages vocaux. Elle les a remis à un homme nommé Walter Peton. Elle lui a dit qu'en livrer chacun d'eux, et elle lui a dit de ne jamais les livrer tous, à moins que le pire du pire ne se produise. Je ne savais pas que ces messages vocaux existaient. Ma mère non plus. Ma sœur non plus. Mon grand-père, lui, savait qu'il le devait. Il a porté ce secret pendant 2 ans et ne l'a jamais laissé paraître. Le jour où ma sœur est revenue de Target sans ma fille, le message vocal numéro 7 a quitté le coffre-fort de Walt. C'est là que l'histoire prend un tournant. Mais ce n'est pas là que l'histoire commence. Laissez-moi vous ramener au matin du samedi 2 mai 2026. Charlotte, Caroline du Nord. 23 degrés Celsius, une journée normale dans une ville normale qui était devenue ma maison. Ma fille portait une robe à imprimer Marguerite, car elle avait décidé 3 jours plus tôt que les vœux d'anniversaire de Pop Pop devaient être ouverts devant des marguerites. Elle avait 5 ans. Elle s'appelait Elélane. Nous l'appelions Ellie. Nous l'appelons toujours ainsi. J'ai 34 ans. Je gagne ma vie en corrigeant les écrits des autres. La revue Carolina Buildé Carterly m'engage pour prendre de longues phrases prudentes, rédigées par des ingénieurs et des architectes, et m'assurer que ces phrases ne disent pas plus que ce qu'elles veulent dire. Je travaille depuis un petit bungalow à Plaza Midwood, le genre de quartier où les gens se saluent le matin sans connaître leur nom. Je paie mon propre crédit immobilier. J'achète mon propre café. Je conduis une Honda CR-V de 2018 avec une tache de café sur la banquette arrière, qui est là depuis 2022 et que j'ai décidé de garder. Ma vie n'est pas bruyante. C'est intentionnel. Ma mère est bruyante, non pas par la voix, mais par le langage. Diane Carrington a toujours su dire des choses qui ressemblent à de l'amour, mais qui fonctionnent comme des instructions, aussi longtemps que je me souvienne. Elle m'a qualifiée de forte depuis que j'ai 6 ans. Elle m'a qualifiée de solide depuis que j'ai 22 ans. Je ne savais pas que « solide » était une insulte, jusqu'à ce que ma grand-mère me l'explique près de son évier de cuisine, l'été avant mon mariage. Ma grand-mère lavait une tasse de café en le disant. Elle a dit « Georgie, elle te dit que tu es solide parce qu'elle a besoin que tu portes sa favorite sans te plaindre. Ne la laisse pas faire. » Je l'ai laissé faire. J'ai continué à la laisser faire pendant 12 années de plus. Ma sœur Vanessa a 2 ans de moins que moi. Elle a toujours été fragile, qui est le mot que ma mère utilise pour les femmes qui n'ont pas à grandir. Quand Vanessa avait 3 ans, elle a cassé un vase que ma grand-mère possédait depuis 1969. Ma mère m'a dit que c'était de ma faute, car je ne la surveillais pas. J'avais 5 ans. Quand Vanessa avait 9 ans, elle a coupé 10 cm de mes cheveux pendant que je dormais. Ma mère a dit qu'il repousserait. Quand Vanessa avait 15 ans,
elle a menti à un professeur à propos d'un devoir que j'avais écrit, et ma mère s'est rendue à l'école pour la défendre. Elle ne s'est jamais excusée une seule fois pour tout cela. Elle a, cependant, dit à plusieurs personnes que c'était moi la difficile. Elle dit ça depuis 3 décennies. Mon mari est décédé en mars 2022. Reed Burke, un homme aux yeux bruns et à la lente patience de quelqu'un qui avait été le benjamin de 4 enfants. Il rentrait du travail à vélo sur East Boulevard. Un SUV a grillé un feu rouge. Il n'y avait aucune malveillance dans le monde ce matin-là, seulement de la négligence, mais le résultat était le même. Notre fille avait 1 an et demi. Je la tenais dans le couloir du funérarium et je ne pleurais pas, parce qu'elle pleurait et que l'une de nous devait être le pilier. Ma mère est arrivée à la veillée funèbre. Elle est restée 22 minutes. Elle est partie parce que Vanessa, selon ses mots, vivait très mal une rupture. Ma grand-mère est restée 4 jours. Elle a dormi dans la chambre d'amis. Elle préparait des œufs le matin, les mettait sur une assiette devant moi, et me regardait jusqu'à ce que je les mange. Mon grand-père a envoyé un chèque qui a payé mon crédit immobilier pour ce mois-là, sans carte et sans appel téléphonique. Il a fait ça pendant 3 mois de plus, jusqu'à ce que je lui demande d'arrêter. Il n'a arrêté que parce que je l'ai demandé. Ma mère a envoyé une carte. Elle disait « Bise maman ». Il n'y avait pas de virgule entre « bise » et « maman ». Il n'y avait pas de signature, à l'exception de ces 2 mots. J'ai gardé la carte. Je les garde toutes. Il y a 20 mois, en août 2024, ma grand-mère est décédée d'un cancer du sein. Après ses funérailles, ma mère a commencé à dire aux membres de la famille que mon grand-père devenait confus. Ma sœur a commencé à se présenter à sa maison du lac sans prévenir. Des objets dans la maison étaient déplacés. Mon grand-père ne s'est jamais plaint. Il a simplement changé d'avocat. Nous ne le savions pas à l'époque. Aucun de nous. Il nous a laissé l'ignorer. Ma fille avait 3 ans et demi quand ma grand-mère a reçu son diagnostic final. Le cancer s'était propagé. Les médecins lui donnaient 6 mois. Elle a tenu 8 mois. Chaque dimanche, pendant les 6 derniers de ces mois, j'emmenais Ellie en voiture chez mon grand-père à Cornelius, et Ellie s'asseyait sur le lit de ma grand-mère pour lui lire des livres d'images à voix haute. Ma sœur ne pouvait se résoudre à venir. Elle disait que c'était trop dur. Ma mère est venue 4 fois au cours de ces 8 mois. J'ai compté. J'ai toujours compté. Ellie a fait 3 choses durant ses visites du dimanche, qui, sans que je le réalise à l'époque, allaient façonner le reste de ma vie. La première chose, c'était la lotion. Les mains de ma grand-mère étaient toujours froides à ce moment-là. Elle avait cessé de beaucoup bouger. Un après-midi, Ellie a fouillé dans le petit sac en toile qu'elle transportait et en a sorti un petit pot de crème pour les mains à la lavande de Crabtree & Devlin, qu'elle avait volé dans ma salle de bain. Elle l'a ouvert. Elle l'a senti. Elle a dit, « Mamie, ta main est froide. Tu veux ma lotion ?» Ma grand-mère a ri, de la manière dont une personne rit lorsqu'on lui offre quelque chose d'inattendu. Elle a tendu la main. Ellie a appliqué la lotion lentement, comme elle m'avait vu le faire. Ma grand-mère a utilisé de la lotion à la lavande tous les jours après cela, jusqu'au jour où elle n'a plus pu la demander. La deuxième chose était une phrase. Ma grand-mère la lui a apprise en chuchotant. Les yeux de Pop Pop fonctionnent mieux quand tu t'assois sur son côté gauche. Souviens-toi de ça. Il est têtu à ce sujet. Mon grand-père avait un œil droit faible qu'il refusait de reconnaître. Seule ma grand-mère le savait. Elle l'a dit à Ellie. Ellie avait 4 ans. Ellie a répété la phrase à mon grand-père 5 jours après les funérailles. Il a pleuré devant moi pour la première fois depuis la veillée. Il n'a pas dit pourquoi. Il n'en avait pas besoin. La troisième chose s'est produite en décembre 2025, l'après-midi du 6 décembre. Mon grand-père avait alors 80 ans. Il transportait une boîte de décoration de Noël de son étagère de garage vers la porte, et son pied s'est pris dans une marche. Il est tombé lourdement. Il ne s'est pas relevé. Ellie était dans le salon. Elle a entendu le bruit. Elle n'a pas paniqué. Elle n'a pas essayé de le soulever.
Elle a fait exactement ce que ma grand-mère lui avait discrètement appris au cours de l'été précédent. Elle a utilisé le bouton de numérotation rapide 911 que ma grand-mère avait programmé sur sa montre GPS pour enfants, 18 mois auparavant. Celle dont nous avions ri, parce qu'Ellie avait 4 ans. Et qu'allait-elle faire? Commander une pizza? Le répartiteur a décroché. Ma fille de 5 ans a dit, Pop Pop est tombé. Il ne bouge plus. Je m'appelle Ellie. J'ai 5 ans. Ma maman n'est pas là. La montre sait où je suis. Les secouristes sont arrivés en 11 minutes. Le garage était déverrouillé, car mon grand-père le laissait toujours déverrouillé. Mon grand-père avait une fracture capillaire à la hanche et une coupure profonde au front. Mais il parlait déjà quand je suis arrivée de Charlotte. Il a dit aux secouristes qu'Ellie lui avait sauvé la vie. Il m'a dit plus tard ce soir-là, dans sa cuisine, que ma grand-mère l'avait sauvé. Je lui ai demandé ce qu'il voulait dire. Il a répondu, pas encore, Georgie. Pas encore. 20 jours plus tard, la veille de Noël, il s'est levé au bout de sa table avant de découper la dinde. Il a levé son verre. Il a regardé ma fille. Il a dit, à ma formidable arrière-petite-fille préférée, elle a les mains de ma femme et l'entêtement de ma femme concernant mon oreille gauche. Ma sœur regardait. Elle n'a rien dit à table. Plus tard dans la cuisine, pendant qu'elle rinçait la vaisselle, je l'ai entendu dire à ma mère, il ne devrait pas dire des choses comme ça à voix haute. Ce n'est pas juste pour nous autres. Ma mère n'a pas exprimé de désaccord. Je ne l'ai pas dit à mon grand-père. J'aurais dû. Mais encore une fois, ma grand-mère l'avait déjà fait. 5 mois plus tard, le matin du samedi 2 mai 2026, j'ai conduit ma fille à Meyers Park pour un brunch chez ma mère. Je n'étais pas allée dans cette maison depuis 3 semaines. Ma mère avait appelé jeudi et dit, « Viens, Georgie. Ça fait des mois. Vanessa s'ennuie de toi. » Je savais que les mots étaient répétés, parce que ma mère n'avait pas prononcé mon nom comme une personne. Elle l'avait prononcé comme une clé tournant dans une serrure. J'y suis allée quand même. Mon père était en ville. Il avait pris sa retraite d'American Airlines 3 ans plus tôt, et il était devenu un homme qui jouait au golf dans des pulls coûteux et demandait à sa femme où étaient ses clés. J'étais, malgré tout, une personne qui voulait encore croire que mon père pourrait me choisir, un de ces matins. Le trajet de Plaza Midwood à Meyers Park dure environ 15 minutes un samedi. Je l'ai fait en 12. Ellie était assise sur la banquette arrière avec sa loutre en peluche et un petit sac en toile contenant $18 en espèces que je lui avais donné pour acheter le cadeau d'anniversaire de Pop Pop plus tard dans la semaine. Elle portait la robe à marguerite. Elle a dit, « Tati va être là. » J'ai dit, « Oui. » Elle a dit, « D'accord, je serai courageuse. » J'aurais dû faire demi-tour quand elle a dit ça. J'ai dépassé Cotswold à la place et j'ai continué. La maison de ma mère est le genre de demeure coloniale que le reste de l'Amérique imagine quand il se représente le Sud. De la porcelaine Wedgwood exposée dans une vitrine, parce que personne ne va manger dedans. Une cafetière pleine de café Folger, parce que ma mère n'a jamais changé de marque. Même quand je lui ai offert un sac de café éthiopien d'origine unique pour son anniversaire, et qu'elle l'a mis dans le placard et a oublié son existence. Mon père était assis à la table du petit déjeuner dans un polo bleu marine. Il venait de rentrer de son parcours de golf matinal. Il m'a fait un signe de tête. Il a serré Ellie dans ses bras. Il est allé lire le journal dans le bureau. Ma mère a dit, « Georgie, assieds-toi. Mange. Tu as l'air mince. » Elle me dit cette phrase sous une forme ou une autre depuis 16 ans. Elle a sorti un album photo de l'étagère inférieure de son buffet. Il était épais. Il était relié en lin vert. Je ne l'avais jamais vu auparavant. Reniflement, elle l'a posé sur mes genoux et a dit, « Je voulais te le donner depuis un moment. Ta grand-mère l'a préparé. » J'oubliais tout le temps. Je l'ai ouvert. La première photo était de moi à 4 ans, en combinaison de ski, tenant la main de ma grand-mère. Reniflement derrière nous, mon grand-père riait de quelque chose hors du cadre. Je n'avais jamais vu cette photo de ma vie. J'ai tourné la page. Il y en avait d'autres.
Ma mère a dit, prends ton temps. Laisse Vanessa emmener Ellie un peu. Elle en a envie. Ma sœur est entrée dans la cuisine. Elle portait une tenue Lululemon complète et ses cheveux étaient tirés en une queue de cheval lisse. Elle s'est baissée au niveau des yeux d'Ellie. Elle a dit, Elichou, tu veux venir m'aider à choisir un cadeau pour Pop Pop? Toi et moi? Juste 30 minutes? Le Target près du centre commercial? Je te laisserai choisir tout ce que tu veux. Ellie m'a regardée. Elle n'a rien dit. J'aurais dû dire non. L'album photo était ouvert sur mes genoux. Ma mère me regardait. Mon père nous tournait le dos. Vanessa souriait de la même manière qu'elle souriait quand nous étions enfants. Et elle avait déjà décidé de ce qui allait se passer. J'ai dit, soyez de retour pour midi. Ramène-la directement. Ma sœur a dit, bien sûr. À 10h15, elles sont parties dans l'Audi Q5 de ma mère. Ma fille m'a fait un signe de la main par la vitre arrière. Elle tenait sa loutre. La voiture a tourné à droite sur Providence Road. Je ne la reverrai pas avant 2h53. Ma mère m'a versé une nouvelle tasse de café. Elle a dit, tu devrais lâcher prise plus souvent, Georgie. Le monde ne va pas s'arrêter. J'ai tourné la page de l'album. Il y avait une photo de ma grand-mère en 1979, me tenant dans ses bras, nouveau-né. En dessous, de l'écriture soignée de ma grand-mère, il y avait les mots, ce sera elle, la forte. Que Dieu lui vienne en aide. J'ai fermé l'album. Ma mère n'a pas demandé pourquoi. À 11h35, j'ai vérifié le signal GPS de la montre sur mon téléphone. Ellie était toujours au Target de South Park. J'ai envoyé un texto à ma sœur. Tout va bien? Elle a répondu en moins de 2 minutes. On choisit encore. Elle est difficile. Lol. Je me suis forcée à la croire pendant 33 minutes de plus. À 12h05, j'ai vérifié à nouveau. Toujours à South Park. Ma mère avait commencé à raconter une histoire impliquant Reed. Quelque chose à propos d'un Noël avant sa mort. Elle était inhabituellement chaleureuse. Mon père était revenu dans la cuisine et se préparait un sandwich. Je me suis laissé croire qu'il s'agissait d'un petit désagrément. À 12h38, la porte d'entrée s'est ouverte. Un seul bruit de pas. J'ai su avant que ma sœur n'apparaisse au coin du couloir. Ma sœur est entrée dans la cuisine avec le sac Target vide, l'a posé sur le comptoir en marbre, et a fait le sourire narquois que je connaissais depuis ses 3 ans. Le sac contenait encore le ticket de caisse, plié. Il n'y avait pas d'Ellie. Il n'y avait pas de loutre. Il n'y avait pas de fille. Oups. J'ai laissé Ellie chez Target. Elle traînait encore. Ma mère a ri. C'était le 3e rire que j'entendais d'elle cette heure-là. Les 2 premiers avaient été polis. Le 3e était un son que je n'avais jamais entendu auparavant. Une satisfaction pure. Puis elle a prononcé la phrase que j'entendrai dans ma tête à chaque fête des mères pour le reste de ma vie. Bien. Cet enfant monopolise l'affection de ton grand-père depuis bien trop longtemps. Peut-être que maintenant, elle apprendra qu'elle n'est pas le centre de cette famille. Mon père préparait un sandwich à la dinde. Il a posé le couteau sur la planche à découper. Il n'a regardé aucun de nous. Il s'est dirigé vers la porte arrière, l'a ouverte, et est sorti sur le patio. Il a refermé la moustiquaire derrière lui sans la claquer. J'avais connu ce son toute ma vie. C'était le son de mon père ne se trouvant pas dans une pièce où ma mère disait quelque chose qu'elle pensait vraiment. Ma sœur s'est assise à la table du petit déjeuner et a pris un morceau de cantaloupe avec ses doigts. Elle ne m'a pas regardé. Je ne l'ai pas regardé. J'ai pris ma tasse de café. Je l'ai portée à l'évier. Je l'ai rincée. Je l'ai placée à l'envers sur l'égouttoir, comme ma grand-mère m'avait appris à le faire quand j'avais 9 ans. Je me suis séché les mains sur le torchon accroché à la poignée du four. J'ai descendu le couloir. Je suis entrée dans les toilettes. J'ai fermé la porte. Je l'ai verrouillée. Je suis veuve depuis 4 ans.
Ma fille est en vie dans un Target à 13 km de cette cuisine. J'ai environ 20 secondes avant que ma mère ne pense que j'ai cédé, et je ne lui donnerai pas ces secondes. J'ai d'abord appelé le service client du Target de South Park. Pas le 911, pas mon grand-père, pas ma sœur. Un numéro que j'avais mémorisé quand Ellie avait 3 ans, parce que j'avais toujours su, dans une partie de moi que j'avais passé des décennies à prétendre être de la paranoïa, que ce jour pourrait arriver. Une femme a répondu, voix calme, amicale. J'ai dit, je m'appelle Georgina Burke. Ma fille de 5 ans, Eleanor Burke, est quelque part dans votre magasin. Elle y a été amenée par sa tante il y a environ 2 heures. La tante est partie sans elle. Je suis à 13 km. Veuillez me confirmer qu'elle est en sécurité. La femme a dit, Madame, veuillez patienter. J'ai attendu 42 secondes. Puis une autre voix s'est fait entendre. Plus lente, plus âgée. Madame Burke, ici l'agent Réginald Ostraki de la police de Charlotte-Mecklembourg. Votre fille est en sécurité. Elle est avec notre chef d'équipe, Kayla Brennan, au comptoir des services à la clientèle. Nous avons essayé de vous joindre. Pouvez-vous venir au magasin? J'ai dit, je pars maintenant. 20 minutes. Il a dit, prenez votre temps. Conduisez prudemment. Elle est calme. Elle boit une brique de jus. J'ai raccroché. J'ai appelé mon grand-père. Il a répondu à la 2e sonnerie. Il a écouté pendant 40 secondes. Il a posé 3 questions. Où est-elle maintenant? Est-elle en sécurité? Es-tu en route? J'ai répondu. Il a dit, Walt s'en occupera. Va la rejoindre, puis viens me voir. Il a raccroché le premier. Il n'avait pas fait ça depuis le jour de la mort de mon mari. J'ai déverrouillé la porte des toilettes. Je suis retournée dans la cuisine. Ma mère et ma sœur étaient assises à table. Vanessa était passée au raisin. Ma mère s'éclaircit la gorge, s'était resservie du café. J'ai dit une seule phrase exacte. Ne me suivez pas. Ne m'appelez pas. Je vous contacterai quand je serai en mesure de le faire. Ma sœur a dit, Georgie, ne sois pas dramatique. Elle va bien. Je n'ai pas répondu. J'ai pris mes clés. J'ai pris mon sac. Je suis sortie par la porte d'entrée. Je ne l'ai pas claquée. Je l'ai fermée comme ma grand-mère fermait les portes. Silencieusement. Définitivement. Dans la voiture, avant de démarrer le moteur, j'ai regardé mes mains. Elles étaient stables. Elles avaient été stables tout le temps. Je ne sais pas ce que cela dit de moi. Je ne pense pas vouloir le savoir. J'ai conduit jusqu'au Target de South Park comme je conduis quand je suis sur un étage d'hôpital dans une histoire que je corrige. Calmement, les mains à 10h10. Je savais que ma fille était en sécurité parce que 2 voix au téléphone me l'avaient dit. Je savais que savoir n'était pas la même chose que ressentir. Mon téléphone a sonné via le Bluetooth sur Sharon Road. C'était mon grand-père. Il a dit, Georgie, parle-moi jusqu'à ce que tu arrives. J'ai dit, il n'y a rien à dire pour l'instant. Il a dit, dis-moi quel genre de chaussures elle porte aujourd'hui. J'ai dit, des babys blanches, celles de Pâques. Il a dit, bien. Continue de conduire. Il est resté en ligne jusqu'à ce que je me gare sur le parking. Quand il a raccroché, il a seulement dit, j'appelle Walt maintenant. Walt sera chez ta mère vers 14h. Il n'a pas expliqué. Je n'ai pas demandé. Je suis entrée dans le Target par les portes principales. Le magasin avait l'ambiance habituelle des Target le samedi. Lumineux, bruyant. Un enfant pleurant quelque part dans le rayon des jouets, mais pas mon enfant. Un membre du personnel à l'entrée m'a dirigé vers les services à la clientèle. Il y avait une petite agitation au comptoir. 3 employés de Target, un policier en uniforme, et ma fille assise sur une chaise en plastique, ses jambes ne touchant pas le sol, tenant un cadre photo en bois dans ses 2 mains. Robe à marguerite, chaussures blanches, une brique de jus presque vide sur le comptoir à côté d'elle. Elle m'a vue. Elle n'a pas couru.
Elle s'est levée. Elle a marché vers moi lentement, de la même manière qu'elle avait marché vers moi le jour de la mort de Reed. Elle a mis ses 2 mains autour de ma hanche et a pressé son visage contre mon ventre. Elle n'a pas pleuré. Elle n'a rien dit pendant les 8 premières secondes. Puis elle a levé les yeux. Elle a dit, j'ai attendu comme Tati a dit. C'était ça, le jeu. Je me suis agenouillée sur le sol d'un Target. J'ai mis mes mains de chaque côté de son visage. J'ai dit, il n'y avait pas de jeu, mon bébé. Il y a eu une erreur. Ce n'était pas ton erreur. Tu as tout fait exactement comme il fallait. Elle a dit, est-ce que Pop Pop veut toujours son cadeau? J'ai dit, Pop Pop te veut, toi. Il veut le cadeau aussi. Ce n'est pas la même envie. Elle a pressé le cadre photo dans ma main. C'était un objet simple. Noyer, coins articulés. 12,99 $ selon l'étiquette de prix encore au dos. Elle l'avait choisi parce que le bois avait la couleur de la table de cuisine de mon grand-père. Elle avait voulu mettre une photo de lui et de ma grand-mère à l'intérieur. L'agent Ostrowski s'est avancé. Il avait environ 40 ans, des épaules carrées, des yeux bienveillants. Il m'a montré son badge. Il a dit, Madame Burke, je vais avoir besoin que vous remplissiez un bref rapport. Ce n'est pas criminel. Il n'y a pas d'accusation, mais votre fille a été trouvée non accompagnée pendant environ 22 minutes avant qu'un membre de l'équipe n'intervienne. Nous avons lancé un code Adam à 11h21. Nous avons fouillé le parking. L'Audi Q5 immatriculé au nom de votre mère était déjà parti. Nous avons des images horodatées de la plaque d'immatriculation du véhicule sortant à 10h58 du matin. J'ai dit, je comprends. Il a dit, j'ai appelé votre numéro à 11h31. C'est tombé sur la messagerie vocale. J'ai rappelé à 11h42. Pareil. Je ne vous demande pas d'expliquer. Je vous le dis pour que vous ayez la chronologie. J'ai dit, merci. J'ai signé le rapport. Cela a pris moins de 4 minutes. Il m'en a donné une copie. Le nom de la tante était inscrit sous la rubrique « Personne responsable de l'abandon ». Vanessa Carrington. Date de naissance, sécurité sociale vérifiée. Adresse. Le formulaire resterait dans un dossier du CMPD pour toujours, non pas comme une accusation, mais comme un enregistrement. Johanna, l'employée de Target qui avait la première remarqué Ellie, s'est approchée de moi alors que je rangeais le papier dans mon sac. Elle avait 28 ans. Elle avait un badge nominatif. Elle avait 2 nièces, m'a-t-elle dit, et elle parlait à Ellie depuis près de 2 heures. Elle a dit, « Madame, je veux que vous sachiez quelque chose. Je travaille ici depuis 6 ans. J'ai trouvé des dizaines d'enfants non accompagnés. Aucun d'entre eux n'était aussi calme que votre fille. » Elle n'arrêtait pas de demander si Pop Pop aimerait toujours son cadeau. Elle a refusé de vous appeler parce qu'elle ne voulait pas enfreindre les règles du jeu. La personne qui a élevé cet enfant l'a bien élevé. J'ai demandé à Johanna son nom complet. Elle l'a écrit sur un post-it. Je lui enverrai une carte de remerciement manuscrite 3 semaines plus tard. Je le fais encore chaque Noël. Alors que je conduisais ma fille à travers les portes coulissantes, l'agent Ostrowski m'a arrêté une dernière fois. Il a dit, « Madame Burke, en 15 ans de métier, je n'ai jamais rencontré un enfant de 5 ans qui ne pleurait pas à mon arrivée. La personne qui l'a laissé ici aujourd'hui le savait. C'est ça qui me dérange. » J'ai conduit ma fille chez son arrière-grand-père au lieu de la ramener à la maison. À 12h55, alors que j'étais encore chez Target, mon grand-père s'est assis à son bureau à Cornelius et a passé un appel à Walter Peton. L'appel a duré 6 minutes. Mon grand-père a dit à Walt une seule phrase sur ce qui s'était passé. Il a dit, « Vanessa a abandonné l'enfant. » Diane a ri. La 7e lettre est maintenant en jeu. Walt a posé une question. Edmund, vous comprenez qu'une fois que je l'aurai joué, il n'y aura pas de retour en arrière? Mon grand-père a répondu, elle a prédit ce samedi il y a 3 ans. Walt, lance la lecture. Walt a conduit de Cornelius jusqu'à la maison de ma mère à Meyers Park. Le trajet lui a pris 37 minutes.
Dans sa mallette, il transportait 2 téléphones. L'un était l'iPhone que ma grand-mère avait utilisé de 2017 jusqu'à la semaine de sa mort, celui qui contenait un enregistrement audio de 4 minutes qu'elle avait fait en juin 2022, sans que personne dans la famille ne le sache. L'autre était un vieux téléphone prépayé qu'elle avait acheté en espèces en 2023, le téléphone qu'elle avait utilisé pour enregistrer ses 9 messages vocaux au cours du dernier été de sa vie. Walt avait été la seule personne sur Terre à savoir que ce téléphone prépayé existait. À 13h05, alors que je conduisais sur Sharon Road, le téléphone fixe de la maison de ma mère a sonné. Ma mère a répondu. Elle l'a mis sur haut-parleur, car c'est ce qu'elle fait quand elle parle à un médecin, un banquier, ou toute personne qu'elle pense pouvoir la déranger. La voix d'un homme est sortie du haut-parleur. Calme, mesuré. Madame Carrington, ici Walter Peton, l'avocat de votre père. J'appelle au nom de votre mère. Elle a un message pour vous. Je serai chez vous dans 37 minutes pour le jouer. Je vous suggère de ne pas partir. Ma mère n'a pas répondu. Elle a dit, qui ? La voix a répété, Walter Peton, l'avocat de votre mère depuis 2023. Veuillez rester à la maison. Votre père a autorisé la livraison. La ligne est devenue silencieuse. Ma sœur a chuchoté, de quoi parle-t-il ? Ma mère ne lui a pas répondu non plus. Ma mère était déjà debout. Elle marchait déjà vers la fenêtre de devant. Elle était déjà dans la partie de son cerveau qu'elle ne me laissait pas voir, commençant à compter le nombre de choses qu'elle avait faites devant ma grand-mère au cours de sa vie. Walt est arrivé à 13h42. Mon père était rentré du patio et se tenait dans l'embrasure de la porte de la cuisine, les bras croisés. Ma mère a ouvert la porte d'entrée. Walt portait un costume anthracite. Il portait une petite mallette en cuir. Il n'a pas souri. Il a dit, Madame Carrington, Monsieur Carrington, Mademoiselle Carrington, veuillez vous asseoir. Je suis ici sur instruction de Madame Beatatrice Holloway. Daté de juillet 2023. Je ne représente pas votre famille. Je la représente, elle. Il a placé le téléphone prépayé au centre de la table basse. Reniflement, il a appuyé sur un bouton. Il n'a pas dit un mot de plus. Le téléphone a joué. La voix qui est sortie du haut-parleur était celle de ma grand-mère. Elle était plus faible que dans mon souvenir. Le ton avait un peu baissé vers la fin de sa vie à cause des médicaments, mais c'était indubitablement elle. 20 mois sous terre, et sa voix était dans le salon de ma mère. Elle a dit, Diane, Vanessa, si vous entendez ceci, c'est que vous avez mis Ellie en danger. J'ai vu le schéma des années avant de mourir. J'ai dit à Edmund de se préparer. Les papiers sont déjà signés. Diane, je t'aimais. Je te voyais. Je t'ai toujours vue. Vanessa, ma chérie, j'ai prié pour me tromper. Je ne me suis pas trompée. Il existe de l'aide pour la colère que tu portes en toi. Accepte-la. Je ne peux plus te sauver. Je suis désolée. L'enregistrement a duré 38 secondes. Ma mère n'a pas bougé. Ses mains étaient sur ses genoux. Ses yeux étaient fixés sur le téléphone prépayé. Ma sœur a commencé à pleurer à la 3e phrase. Elle a continué à pleurer jusqu'à la fin. Quand l'enregistrement s'est arrêté, elle a prononcé un seul mot à voix haute. Le seul mot qu'elle a dit à ce moment-là. Elle a dit, « Maman ». Ma mère ne l'a pas regardé. Mon père a quitté l'embrasure de la porte de la cuisine, est allé dans le couloir, puis dans le placard de l'entrée. Il a pris sa veste légère. Il l'a mise. Il s'est dirigé vers la porte arrière, l'a ouverte, est sorti sur le patio et s'est assis sur la balancelle du porche. Il n'est pas revenu à l'intérieur pour le reste de la réunion. Walt ne l'a pas arrêté. Walt n'était pas là pour mon père. Walt a attendu 1 minute entière. Puis il a pris l'iPhone. Il a dit, il y a un autre enregistrement. Votre mère m'a demandé de jouer celui-ci en second. Elle était très précise sur l'ordre. Il a appuyé sur lecture. L'audio était étouffé. Il y avait un ventilateur de plafond en arrière-plan. C'était la cuisine de ma grand-mère.
Le microphone n'avait pas été dirigé vers quelqu'un en particulier. Il avait simplement été laissé allumer. Une jeune femme parlait au téléphone portable dans la pièce voisine, ne sachant pas qu'elle était enregistrée. La voix était celle de ma sœur. C'était Vanessa. En juin 2022, 3 mois après la mort de Reed, elle a dit « Honnêtement, s'il arrive quelque chose à Reed, oh attends, quelle chance, c'est déjà arrivé. S'il arrive quelque chose à Georgina ou, Dieu nous en préserve, à Ellie, maman et moi hériterions d'une vraie part de tout ça. Pour l'instant, nous ne sommes rien. Cette gamine n'est qu'un problème entre nous et ce qui nous revient. » L'enregistrement durait 4 minutes et 12 secondes. Walt l'a laissé jouer en entier. Ma sœur a cessé de pleurer en entendant sa propre voix. Puis elle a recommencé à pleurer, différemment. Ma mère a dit un mot. Elle a dit « Béatatrique ». Walt a hoché la tête. Il a dit « Oui, madame ». Ce soir-là, après que le rapport de police ait été signé et que la voix de Vanessa ait fini de remplir le salon de ma mère, j'ai conduit ma fille sur 45 km vers le nord, sur l'Interstate 77, jusqu'à la maison de mon grand-père sur le lac Norman. Le trajet a duré 40 minutes à cause du trafic du week-end sur les ponts. Ellie s'est endormie sur la banquette arrière, le cadre photo sur ses genoux. Je l'ai portée à l'intérieur. Mon grand-père avait déjà sorti le plaid du placard à linge, celui que ma grand-mère avait crocheté en 1991. Il l'a recouverte avec sur le long canapé de son salon. Il lui a embrassé le front comme elle embrassait le sien. Puis il m'a conduite dans la cuisine. Il a versé 2 tasses de thé English breakfast. Il en a versé une pour la chaise vide en face de lui à table. Il versait 2 tasses chaque soir depuis 20 mois. Il ne se versait pas de tasses fraîches tant que celle de la place vide n'avait pas refroidi. Il a dit « Ta grand-mère m'a laissé 9 lettres, Georgie. Walt les a toutes. J'en ai entendu 6. Il y en a 2 que je n'entendrai jamais, et une que j'ai entendue aujourd'hui. » Il a commencé par la première. Le premier message vocal avait été livré le matin du 12 août 2024, le jour des funérailles de ma grand-mère. Le déclencheur avait été sa mort elle-même. L'enregistrement était court. Elle avait demandé à mon grand-père de faire 4 choses dans les 90 premiers jours. Installer des caméras à chaque entrée, changer tous les codes des claviers, ouvrir un compte bancaire séparé que ma mère ne pouvait pas voir. Ne le dire à personne. Il a tout fait en 60 jours. Aucun de nous n'a remarqué. Le deuxième message vocal a été livré le 6 septembre 2024. Le déclencheur a été la proposition de ma mère qu'il visite la résidence pour personnes âgées de Brightmoor, juste pour voir. Il lui a dit non sans expliquer. Il a fait changer les serrures la même semaine. Ma mère a attribué son refus au deuil. Il l'a laissé croire. Le troisième message vocal a été livré le 28 novembre 2024. Le déclencheur a été l'oubli de ma mère de nous inviter à Thanksgiving. Mon grand-père a appelé Walt. Walt est venu le chercher à Cornelius et l'a conduit à Charlotte. Ils se sont arrêtés chez Whole Foods à South Park et ont acheté une petite dinde, des patates douces et une bouteille de vin rouge. Ils sont arrivés chez moi à 14 heures. Walt n'est pas resté. Il a déposé mon grand-père chez moi, puis est retourné passer Thanksgiving avec sa propre famille. Mon grand-père a dîné avec Ellie et moi. Il est resté jusqu'à 18 heures. Walt est revenu pour le ramener chez lui. Ma mère ne l'a découvert que 6 semaines plus tard. Il n'a jamais mentionné le voyage. Il a dit « Ta grand-mère a prédit ce jour, Georgie. » Lettre 3. Elle l'a écrite parce qu'elle savait que Diane le ferait. Le 4e message vocal a été livré le 14 février 2025. Le déclencheur a été la demande de ma sœur à mon grand-père de $4000 pour lancer une ligne de cosmétiques privée. Mon grand-père a refusé. Il a enregistré la conversation sur une caméra Ring qu'il avait installée dans son entrée. Il a envoyé l'horodatage à Walt par texto. Le texto disait seulement « Lettre 4 ». Elle est entrée. Vanessa a dit à ma mère ce jour-là qu'il avait dit oui. Elle a menti pendant 2 mois avant d'admettre qu'il ne l'avait pas fait. Le 5e message vocal a été livré le 22 mai 2025.
Le déclencheur a été ma mère disant à notre cousine Ruth à Asheville que mon grand-père oubliait les noms. Ruth a appelé mon grand-père ce soir-là. Il s'est rendu à la clinique de la mémoire et de la cognition à Trium Health 3 jours plus tard. Il a passé l'évaluation cognitive de Montréal. Il a obtenu 28 sur 30. Une neuropsychologue nommée Elena Voré a signé une lettre confirmant sa pleine capacité cognitive. Mon grand-père a donné la lettre à Walt. Il a renvoyé son ancien avocat, celui qui était un ami de ma mère, et il a engagé Walt officiellement. Le 6e message vocal a été livré le 8 octobre 2025. Le déclencheur a été ma sœur se présentant à l'école primaire d'Eastover à la fin de la journée, tentant de récupérer Ellie sans autorisation. La réceptionniste, Maureen Caldwell, l'a renvoyée. La réceptionniste m'a appelé. Je n'ai pas prévenu mon grand-père. Je me suis dit que c'était un malentendu. La réceptionniste, de sa propre initiative, a appelé mon grand-père 2 jours plus tard. Mon grand-père a versé à Walt une avance de $10 000 la semaine suivante pour rédiger des documents d'urgence si nécessaire. 6 lettres ouvertes, 6 petites actions. Ma mère et ma sœur avaient pensé qu'elles gagnaient de petites batailles. Elles saignaient depuis 20 mois sans savoir d'où venait la coupure. Mon grand-père m'a regardé de l'autre côté de la table de la cuisine. Il a dit, ta grand-mère a laissé 2 autres lettres. Une est pour toi, le jour où Ellie aura 18 ans. Une est pour Ellie, le jour où elle aura son propre premier enfant. Elles sont dans le coffre de Walt. Je ne vivrai pas pour entendre l'une ou l'autre. Toi non plus. Ta grand-mère a écrit des lettres à un avenir en lequel elle avait confiance. Cette confiance est le cadeau. Les lettres ne sont que du papier. Je n'ai pas bougé pendant un long moment après qu'il ait cessé de parler. Ma fille dormait sur le canapé dans la pièce voisine. Le cadre photo toujours sur ses genoux. J'ai compris pour la première fois en 20 mois que ma grand-mère ne m'avait pas quitté. Elle avait seulement cessé de parler à voix haute. Le premier texto de ma sœur est arrivé à 18h14 ce soir-là. Il disait, c'était une blague qui a mal tourné, sœurette. Je ne lui ferai jamais de mal. Tu le sais. Je n'ai pas répondu. Le deuxième est arrivé à 19h02. Je suis désolée. S'il te plaît, appelle-moi. Je n'ai pas répondu. Le troisième est arrivé à 21h30. Maman est en morceaux. Elle a besoin de toi. Ma sœur était passée par 3 étapes de remords en 3 heures. Le déni, la performance du regret, la culpabilité instrumentalisée. Elle avait sauté l'étape où elle faisait face à ce qu'elle avait fait. Elle n'a jamais été douée pour cette étape. À 22h38, ma mère a appelé. J'ai laissé sonner jusqu'à la messagerie vocale. Elle a laissé un message de 5 minutes et 8 secondes. Je l'ai écouté le lendemain matin en prenant mon café. Le message vocal avait 3 parties. La première était des pleurs. La deuxième était un argument selon lequel mon grand-père était confus, qu'il ne savait pas ce qu'il avait signé, que des avocats profitaient d'un vieil homme. La troisième partie était la phrase qu'elle préparait depuis 30 ans. Elle a dit, « Quoi que tu penses savoir, Georgina, je suis toujours ta mère. » Ça ne disparaît pas parce que Béatatrice était en colère à la fin. Ma mère avait passé 20 mois à qualifier ma grand-mère de « en colère ». Maintenant que ma grand-mère avait été claire, elle la qualifiait toujours de « en colère ». Je n'ai pas récupéré le message pour moi-même. Je l'ai transféré à Walt. 3 jours plus tard, le lundi matin, ma sœur a publié une citation sur sa story Instagram. Elle était attribuée à Brené Brown et disait « Parfois, la chose la plus aimante qu'un membre de la famille puisse faire est de tendre un miroir, même lorsque la personne de l'autre côté déteste ce qu'elle voit. » Elle l'a publié à 21h. Elle l'a supprimé à 23h. Un ami de l'université m'a envoyé la capture d'écran. Ma sœur était devenue le genre de femme qui cite des livres de développement personnel aux personnes qu'elle a blessées. La cruauté résidait dans le langage doux. Je n'ai répondu à aucun d'eux. Ni au texto, ni au message vocal, ni à la story Instagram. Mon père a fait quelque chose que je ne l'avais jamais vu faire. Il reniflement a cessé de parler à ma mère. Pas bruyamment,
Pas d'une manière qu'elle pouvait combattre. Il ne répondait tout simplement plus à ses phrases. Après 3 jours, elle m'a envoyé un texto. Ton père dort sur le canapé. Il n'a pas fait ça depuis 30 ans. Es-tu fier? J'ai lu le message. J'ai posé le téléphone. Ma fille était à la table de la cuisine, peignant une petite grenouille en céramique qu'elle avait trouvée dans le bac des bonnes affaires chez Target le mois précédent. Elle se concentrait très fort. Je lui ai demandé si elle voulait des crêpes pour le petit déjeuner. Elle a dit oui. Nous avons mangé des crêpes. Je n'ai pas répondu à ma mère pendant 9 jours de plus. Le schéma dans la maison de ma mère, celui que ma grand-mère avait observé pendant 60 ans, avait finalement rencontré un homme qui avait passé 40 ans à ne pas être dans la pièce. Mon père, qui avait construit toute une personnalité autour du porche, du garage, du jardin et du parcours de golf matinal, choisissait le canapé plutôt que le lit de sa femme. Il n'avait rien choisi en 40 ans. Il avait été poussé. Je ne l'ai pas appelé. Il ne m'a pas appelé. Nous n'avions pas encore besoin de mots. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, prenez une grande respiration avec moi. L'histoire ne se termine pas avec le message vocal. Elle se termine avec la paperasse. Restez avec moi. Le lundi 4 mai, à 8h30 du matin, je suis entrée dans le bureau de l'école primaire d'Eastover. La réceptionniste, Maureen Caldwell, a levé les yeux. Elle n'avait pas l'air surprise. C'était déjà elle qui m'avait appelée en octobre. J'ai dit, je dois mettre à jour la liste des personnes autorisées à récupérer ma fille. Je dois retirer 2 noms et en ajouter un. Maureen m'a tendu le formulaire sans demander quel nom. J'ai retiré Vanessa Carrington. J'ai retiré Diane Carrington. J'ai ajouté Edmund Holloway. J'ai signé le formulaire. Maureen l'a pris. Elle l'a lu. Elle m'a regardé. Elle a dit, Madame Burke, avez-vous besoin de quelque chose d'autre de notre part? J'ai dit, juste qu'elle soit en sécurité. Elle a dit, votre parole suffit. Je suis allée de l'école au cabinet du pédiatre d'Ellie. Le docteur Caroline Whitmore était sa pédiatre depuis qu'Ellie avait 6 mois. Je lui ai demandé de retirer Diane Carrington de la liste des adultes autorisés à consentir à un traitement médical en mon absence. Elle n'a pas demandé pourquoi. Elle a ajouté mon grand-père. Elle a dit, je le noterai comme une décision parentale. Aucune documentation requise. Ellie est-elle en sécurité en ce moment? J'ai dit, oui. Elle a dit, bien. Amenez-la la semaine prochaine pour un bilan de santé. Sans frais. Je suis restée assise dans son parking un moment après. Je n'avais pas pleuré depuis 11 jours. Je n'ai pas pleuré à ce moment-là non plus. Je suis juste restée assise. Quand je suis rentrée à la maison, j'ai changé le code du clavier de la porte d'entrée, de la porte arrière et du garage. J'ai changé le mot de passe du Wi-Fi. Ma sœur avait demandé le mot de passe du Wi-Fi en 2024 lors d'un dîner de famille que j'avais organisé, avec la phrase « Au cas où je devrais la garder pour que tu puisses sortir un soir ». Je ne lui avais jamais demandé. Je lui avais donné le mot de passe quand même, parce que je n'avais pas pensé qu'il y avait quoi que ce soit à perdre. J'avais eu tort. J'avais donné à ma sœur 16 mois d'accès à mon réseau domestique, de la même manière que je lui avais accordé 32 ans de bénéfice du doute. J'ai changé les 2 ce matin-là. Le nouveau mot de passe était composé de 6 caractères, une fleur, une année qui comptait. Ma grand-mère aurait approuvé. À midi, j'ai retiré ma mère de ma liste, localisé ma famille. Ma mère partageait ma position depuis 2022, soi-disant pour ma sécurité après la mort de Reed. Je n'avais pas réalisé pendant près de 4 ans qu'elle utilisait cette information pour savoir quand j'étais chez mon grand-père. La notification était automatique. Vous ne partagez plus votre position avec Diane Carrington. Mon téléphone l'a montré. Son téléphone l'a montré. J'ai su, au moment où j'ai appuyé sur confirmer, qu'elle recevrait la notification le matin de l'anniversaire de mon grand-père. Je n'ai pas changé le moment. Le lendemain soir, mardi 5 mai, était le 81e anniversaire de mon grand-père. Le dîner avait lieu chez lui, sur le lac Norman.
4 personnes étaient assises à table. Mon grand-père, ma fille, moi, et Walt, qui est venu en tant qu'ami, pas en tant qu'avocat. Nous avons mangé du poulet rôti et la tarte au citron que ma grand-mère préparait pour son anniversaire chaque année. Pâtissée selon sa propre recette par une voisine qui la connaissait depuis 1979. Ma fille s'est assise à la gauche de mon grand-père, comme ma grand-mère le lui avait appris. Elle lui a tendu le cadre photo en bois de Target. À l'intérieur, elle avait placé une photographie de lui et de ma grand-mère datant de 1978, l'année où ma mère a eu 15 ans. Mon grand-père avait sorti la photo d'un album pour elle la veille au soir. Ils l'avaient choisie ensemble. Il a ouvert le papier cadeau avec soin. Il a regardé le cadre. Il a regardé la photographie. Il a tenu le cadre dans ses 2 mains un moment. Il a dit doucement, « Béa, regarde qui a choisi ça pour moi. » Puis il a regardé ma fille. Il a dit, « Elle avait bon goût. Ton arrière-grand-mère, tout comme toi. » Il s'est levé. Il s'est dirigé vers la bibliothèque dans le salon. Il a déplacé un petit voilier en bronze sur la 2e étagère. Il a placé le cadre en bois sur l'étagère du haut, là où ma grand-mère gardait sa Bible. Nous avons mangé du gâteau. Nous avons chanté. Il a soufflé 81 bougies d'un seul long souffle. Ma fille a dit que c'était de la magie. Je l'ai laissé le croire. Le matin du 6 mai, pendant que je lui préparais son petit déjeuner, ma mère a appelé directement le bureau de Walt. C'est à ce moment-là qu'elle a fait son erreur. Walt m'a parlé de l'appel le lendemain matin. Ma mère avait été brève. Elle voulait une réunion avec son père. Elle a utilisé le mot « négociation ». Walt lui a dit « Madame Carrington, ce n'est pas une négociation. Votre père a accepté une seule réunion. Il n'y en aura pas de seconde. » Il l'a programmée pour le samedi 9 mai à 14 h, chez mon grand-père. Diane et Vanessa étaient invitées. Mon père était invité en tant que mari de Diane. Walt présiderait. Je serais présente avec Ellie. Ma mère a dit oui. Elle pensait qu'elle convaincrait son père d'annuler ce qu'elle ne comprenait pas encore pleinement. Elle avait entendu le message vocal. Elle avait entendu l'audio. Elle n'avait pas encore réalisé que ces 2 enregistrements étaient les plus petits morceaux de papier que Walt détenait. Samedi après-midi, l'Audi Q5 argenté s'est engagé dans l'allée de gravier de la maison du lac de mon grand-père à 13h55. Ma mère est sortie la première. Elle portait un cardigan camel et de grandes lunettes de soleil, bien que la journée soit couverte. Ma sœur est sortie du côté passager. Elle portait une robe noire que je ne l'avais pas vue porter depuis les funérailles de ma grand-mère. Ses cheveux étaient tirés en arrière. Elle avait l'air plus mince qu'11 jours plus tôt. Mon père a suivi en dernier. Il portait un costume. Il n'avait pas porté de costume depuis les funérailles de ma grand-mère non plus. Il n'avait pas mis de cravate. Walt a ouvert la porte d'entrée. Il a dit, « Je vous en prie, la table est prête. » Mon père est entré en dernier. Il a regardé mon grand-père. Il a hoché la tête une fois. Mon grand-père a hoché la tête en retour. J'étais la seule personne dans la pièce à avoir vu les 2 hochements de tête. La table de la salle à manger était dressée avec 4 chaises. Mon grand-père s'est assis sur un des longs côtés. Je me suis assise en face de lui. Ma mère et ma sœur ont été dirigées vers les 2 chaises aux extrémités courtes. Mon père n'avait pas de chaise. La chaise en bout de table, celle où ma grand-mère s'était assise pendant 58 ans, était toujours tirée de la table comme elle la laissait toujours. Sur le siège de cette chaise, encadrée en argent, se trouvait la photographie d'elle le jour de son mariage. Elle faisait face à la pièce. Mon père s'est arrêté dans l'embrasure de la porte. Il a regardé la chaise vide. Il a regardé Walt. Il a dit, « Où est ma place, Walt ?» Walt a dit, « Monsieur Carrington, votre beau-père m'a demandé de vous dire que vous êtes libre de rester ou de partir. Il y a une chaise sur le porche. » Mon père a enlevé sa veste de costume. Il l'a pliée sur son bras. Il a traversé la cuisine et est sorti sur le porche. Il s'est assis sur la chaise en osier face à l'eau.
Il n'est pas revenu à l'intérieur pour le reste de la réunion. Mon grand-père ne l'a pas arrêté. Mon grand-père ne l'avait pas exilé. Mon grand-père lui avait donné un choix que ma mère ne lui avait jamais donné. Walt a ouvert sa mallette. Il a disposé 9 pages de documents sur la table. Il a posé le téléphone prépayé. Il a posé le vieil iPhone. Il a posé une impression des images horodatées de la plaque d'immatriculation de Target. Il a posé un reçu imprimé d'un Starbucks à Cotswold daté du 2 mai, 11h10 du matin, payé par Apple Pay sous le nom de Vanessa Carrington. Il a posé les images de la sonnette vidéo du voisin qui montrait l'Audi argenté garé dans l'allée des Carrington de 12h05 à 12h38 ce même matin. Il a posé le rapport d'incident de la police que l'agent Reginald Ostracki avait déposé auprès du CMPD. Il a posé une lettre d'une neuropsychologue nommée Elena Voré, datée du 28 mai 2025, confirmant la pleine capacité cognitive de mon grand-père. Il a posé la déclaration d'intention que ma grand-mère avait signée sur son lit d'hospice le 14 juillet 2024. Il a dit, « Madame Carrington, Mademoiselle Carrington, votre père est le constituant de la fiducie révocable Holloway, établie en 2008 et amendée 4 fois. En tant que constituant, il a l'autorité unilatérale de modifier la fiducie de son vivant. Il n'avait pas besoin de votre consentement pour ces changements. Il n'avait pas besoin de vous en informer. Il a choisi de vous en informer aujourd'hui. » Il a poussé 2 pages sur la table. Il a dit, « Vos distributions mensuelles sont réduites de 16,5% chaque mois pour les 6 prochains mois, après quoi elles seront nulles. Le bail de l'appartement à l'adresse de Cotswold Park que votre père payait en votre nom, Mademoiselle Carrington, a été résilié. Vous avez 90 jours pour quitter les lieux. Le rôle de fiduciaire successeur de cette fiducie, qui vous avait été désignée en 2008, Madame Carrington, a été réattribué. Votre fille, Georgina Burke, est la nouvelle fiduciaire successeur. » Ma mère a posé une main sur la table. Elle a regardé mon grand-père pour la première fois depuis qu'elle s'était assise. Elle a dit, « Papa, je sais que j'ai fait des erreurs, mais c'est trop. Ne pourrions-nous pas nous asseoir sans avocat? Juste en famille, comme avant. » Mon grand-père ne lui a pas répondu pendant un long moment. Il a pris une inspiration. Il a regardé la chaise vide en bout de table. Il a dit, « Diane, regarde la chaise. » Ma mère a regardé. Elle a pleuré pour la première fois devant moi depuis 1999. Elle n'a pas pleuré devant son père. Elle n'a pas pleuré devant moi. Elle n'a pas pleuré devant sa petite fille. Elle a pleuré devant une chaise. Walt a pris l'iPhone. Il a appuyé sur lecture. L'enregistrement audio de 2022 a recommencé. Ma sœur l'avait entendu 11 jours plus tôt. Elle a écouté 90 secondes. Puis elle s'est levée. Elle a quitté la salle à manger pour le couloir d'entrée. Elle s'est tenue le dos contre le mur, près de la console. Elle n'a pas pleuré cette fois. Elle est juste restée debout. Ellie était dans le salon, jouant avec un jeu de cubes en bois que Walt avait apporté pour elle. Elle n'a pas levé les yeux quand ma sœur est passée, mais elle a dit de sa voix ordinaire d'enfant de 5 ans, « Salut, Tati. » Ma sœur n'a pas pu lui dire bonjour en retour. L'audio continuait de jouer. Ma mère gardait les yeux sur la chaise. Mon grand-père n'a pas dit un mot de plus jusqu'à ce que Walt arrête l'enregistrement. À 15h30, la réunion s'est terminée. Ma mère s'est levée. Son cardigan semblait trop fin pour son corps. Ma sœur est revenue du couloir. Ils se sont tous les 4 dirigés vers la porte d'entrée, dans une sorte de formation qu'ils n'avaient pas utilisée depuis qu'ils étaient une famille au sens propre. À la porte, mon grand-père a parlé pour la 2e et dernière fois de la réunion. Il a dit, « Votre mère vous a vu toutes les deux bien avant moi. Je ne fais que terminer ce qu'elle a commencé. Walt enverra le reste par la poste. » Ma mère s'est dirigée vers l'Audi. Elle n'a pas regardé en arrière. Ma sœur, si. Elle a regardé le cadre photo en bois sur la bibliothèque, celui qu'Ellie avait choisi chez Target. Elle l'a regardé pendant 3 secondes complètes. Puis elle est montée dans la voiture. Mon père n'est pas monté dans la voiture avec elle. Il a attendu sur la chaise du Porsche pendant 10 minutes après leur départ.
Puis il a marché jusqu'à la cour avant, s'est tenu sur le gravier, et a appelé un VTC pour retourner à Charlotte. Il m'a envoyé un texto 20 minutes plus tard. Je ne retournerai pas chez ta mère ce soir. Je n'ai pas répondu. J'ai préparé un sandwich au fromage grillé pour ma fille. La première enveloppe FedEx est arrivée chez ma mère le mardi 12 mai. Elle a pris une photo de l'enveloppe non ouverte et me l'a envoyée avec la légende « J'espère que tu dors la nuit ». Je n'ai pas répondu. J'ai bien dormi cette nuit-là. J'ai bien dormi toutes les nuits suivantes. Je n'avais pas bien dormi depuis 20 mois. Ma grand-mère avait eu raison sur quelle maison était la hantée. Le samedi 16 mai, je suis rentrée de Freedom Park avec Ellie et j'ai trouvé une enveloppe dans ma boîte aux lettres. Il n'y avait pas de timbre. Pas d'adresse de retour. Il y avait seulement le mot « Georgina » de l'écriture de mon père. Je n'avais pas vu cette écriture sur quelque chose qui m'était adressé depuis ma remise de diplôme universitaire. J'ai ouvert l'enveloppe sur le perron. Une demi-page de papier de cahier, 4 lignes. Georgina, j'aurais dû dire quelque chose il y a des années. Je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes. Je veux que tu saches que je l'ai vu. Je ne savais simplement pas comment être dans la pièce. Ton grand-père a compris ça mieux que moi. Je suis désolée, papa. Il avait signé. Papa, pas Philippe, pas P. Rien d'autre. Il reniflement ne m'avait rien signé en tant que papa depuis des années. J'avais arrêté de compter. J'ai lu la note 2 fois. Je l'ai mise dans le tiroir avec les lettres de ma grand-mère. Je n'ai pas répondu. Pas encore. Peut-être jamais. Il comprenait ça aussi. Quelques jours plus tard, un ami de l'université m'a transféré une autre capture d'écran de l'Instagram de ma sœur. Elle avait publié, puis supprimé une citation plus longue. En dessous, dans une story qu'elle n'avait pas supprimée, il y avait une photo d'une plaque sur un bâtiment sur East Boulevard. Le bâtiment était un cabinet de thérapeute. Le nom sur la porte était Margot Ainsworth, LCSSW. Ma sœur avait commencé. Elle assisterait à 3 séances en mai. Elle arrêterait. Elle recommencerait en juillet. Elle arrêterait à nouveau. Elle recommencerait une 3e fois en novembre. Ce n'était pas ma responsabilité. Ce n'était pas mon travail. Je l'ai remarqué. Je ne l'ai pas appelé. Mon père, dans sa propre rébellion silencieuse, a passé 11 jours fin mai à essayer de sauver le buisson d'Hibiscus syriacus dans le jardin arrière de la maison de ma mère. Il mourait depuis l'été précédent. Il avait refusé de le reconnaître. Il y a travaillé seul. Il n'a pas demandé d'aide à ma mère. Il n'a demandé à personne. Le matin du 20 mai, il l'a coupé. Il est allé à une pépinière à Pineville. Il est rentré avec un petit magnolia dans un pot en plastique noir. Il l'a planté lui-même. Ma mère m'a appelé ce soir-là, la première fois que nous nous parlions en 3 semaines. Elle a dit, « Ton père a planté un magnolia aujourd'hui. » Il ne m'a pas demandé. J'ai dit, « J'espère qu'il poussera. » Elle a raccroché. Le vendredi soir 22 mai, ma fille était assise à ma table de cuisine avec une boîte de crayons de cire et une feuille de papier de construction. Elle dessinait. Je n'ai pas regardé ce qu'elle dessinait avant qu'elle ait fini. Puis elle a levé le papier. 3 silhouettes, une grande avec des cheveux blancs, une moyenne avec des cheveux bruns, une petite avec une marguerite sur la tête. Elle se tenait la main. En haut de la page, en lettres d'imprimerie soignée d'Ellie, il y avait les mots « Pop Pop, maman, moi ». Elle a dit « Maman, est-ce que je peux envoyer ça à Tati ?» J'ai dit « Pourquoi, mon bébé ?» Elle a dit « Parce qu'elle n'était pas sur le dessin. Peut-être qu'elle sera triste. » Je me suis agenouillée près de la table. J'ai dit « Nous n'allons pas envoyer le dessin, mon bébé. Si Tati veut être sur un dessin, elle devra venir en trouver un elle-même. » Ellie a dit « D'accord. » Elle a mis le dessin dans son sac à dos. Elle voulait le montrer à Pop Pop le lendemain matin. Le dimanche matin 24 mai, j'ai conduit ma fille chez mon grand-père pour le petit déjeuner. Le trajet sur LI 77 était facile.
Le temps était chaud. Le lac était calme. Ellie était sur la banquette arrière avec le dessin roulé en un petit tube et attaché avec un de ses rubans à cheveux. Nous sommes arrivés à 8h30. Mon grand-père était sur le porche avec une tasse de café. Il avait une deuxième tasse qui attendait. Il y avait une troisième tasse sur une petite table d'appoint près d'une chaise vide. C'est alors que j'ai vu mon père. Il était dans l'allée de gravier, sortant d'un VTC. Il avait une petite boîte de pâtisserie blanche à la main. Il était venu de Charlotte. Il n'avait pas prévenu. Mon grand-père ne m'avait pas dit qu'il venait. Je ne sais pas si mon père avait dit à mon grand-père qu'il venait. Mon grand-père a levé sa tasse de café. Il a dit, Philippe. Mon père a dit, Edmund. Mon grand-père a fait un signe de tête vers la chaise du porche. Il a dit, il y a de la place. Mon père a monté les marches. Il a posé la boîte de pâtisserie sur la table d'appoint. Il s'est assis. Il a pris la tasse de café. Il a bu une lente gorgée. Il a regardé l'eau. Il n'a rien dit pendant un long moment et personne ne lui a demandé de le faire. À l'intérieur, Ellie a couru vers la bibliothèque dans le salon. Le cadre photo en bois était toujours là, au même endroit où mon grand-père l'avait placé le jour de son anniversaire. À côté, sur la même étagère, il y avait un petit pot de crème pour les mains à la lavande de Crabtree & Evelyn. Ellie en avait apporté un pour son anniversaire aussi. Elle s'est approchée de l'étagère maintenant. Elle a vérifié le couvercle du pot pour s'assurer qu'il était fermé. Elle a dit, « Pop, est-ce que je pourrais mettre de la nouvelle lotion quand celle-ci sera finie ?» Mon grand-père a dit, « Oui, la même sorte, du même magasin. » Ta grand-mère avait une liste. Walt là. Elle a hoché la tête. Elle a accepté cela. De la manière dont les enfants acceptent la vérité avant les adultes. Nous nous sommes assis pour le petit déjeuner. Mon grand-père, ma fille sur son côté gauche, moi en face de lui. Mon père est entré du porche et a pris la chaise en bout de table où ma grand-mère s'asseyait, seulement après que mon grand-père la lui ait indiqué. Il n'avait pas l'air à l'aise. Il avait l'air conscient. C'était suffisant. Mon grand-père m'a regardé à travers la fenêtre de la cuisine avant d'entrer. Il a hoché la tête une fois. J'ai hoché la tête en retour. Mon père a vu les deux hochements de tête. Pour la première fois de ma vie d'adulte, j'ai vu mon père me sourire intentionnellement. Nous avons mangé des œufs, du pain grillé et les petits pains à la cannelle qu'il avait apportés d'une boulangerie de Park Road. Ellie reniflement a parlé du magnolia dans le jardin de ses grands-parents, celui que mon père avait planté 3 jours plus tôt. Elle a dit qu'elle espérait qu'il grandirait assez pour y accrocher une balançoire en pneu un jour. Mon père a dit, j'en planterai un autre si ce n'est pas le cas. Ma grand-mère a laissé 2 messages vocaux que je n'entendrai jamais. L'un est pour ma fille, le jour de ses 18 ans. L'un est pour elle, le jour où elle aura son propre premier enfant. Mon grand-père ne sera pas en vie quand ils seront joués. Moi non plus. C'est le cadeau que ma grand-mère m'a fait. Un avenir dans lequel je n'ai pas besoin d'être pour que ma fille y soit en sécurité. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, asseyez-vous avec cette pensée avant de partir. Vérifiez qui est sur la liste de ramassage de votre école. Vérifiez qui a le code du clavier de votre porte d'entrée. Vérifiez qui a le droit de prendre une décision en votre nom lorsque vous n'êtes pas dans la pièce. Puis, changez ce qui doit être changé. La chose la plus aimante que ma grand-mère ait jamais faite a été de partir quand elle était prête. La reniflement deuxième chose la plus aimante qu'elle ait faite a été de préparer ce qu'elle ne pouvait pas dire à voix haute. J'ai 34 ans. Ma fille a 5 ans. Mon grand-père a 81 ans. Ma grand-mère est partie depuis 20 mois. Et elle est toujours dans chaque papier, chaque enregistrement, et chaque ligne signée qui compte, la plus grande présence de notre famille. Nous avons fini le petit déjeuner. Nous avons fait la vaisselle ensemble. Mon grand-père a emmené ma fille sur le ponton pour regarder les canards. Mon père est resté à table. Il m'a regardé. Il a dit, Georgie. J'ai dit, papa. C'était toute la conversation.